bonsoir à tous. C'est toujours une fierté de vous recevoir pour des animations sur des thématiques d'ordre patrimonial. Donc ce soir, on va animer, et c'est aussi une fierté d'animer avec Élodie, qui est expert comptable stagiaire au sein du cabinet. Alors stagiaire, elle n'est pas en stage, hein, c'est un stage qui dure quelques temps. Pour ceux qui la connaissent, voilà un stage qui dure 3 ans et qui a vocation de finir comme expert comptable au sein du cabinet. Donc Élodie qui connaît également bien les sujets qu'on va animer ce soir sur la location en meublé. Eh bien écoutez, on va attaquer directement dans le vif du sujet, ce que je vous propose. Donc ce soir, on va vous parler de la location en meublé. Donc on va regarder des caractéristiques juridiques, on va parler aussi du mode d'acquisition, on parlera bien évidemment des contraintes et des particularités comptables et fiscales, des impacts patrimoniaux, mais également on s'est amusé à faire un petit jeu entre les revenus locatifs traditionnels et les revenus de location en meublé. On verra ça en toute fin de présentation. Alors tout d'abord, la location meublée, c'est avant tout un investissement. Qui dit investissement, dit critères psychologiques. Est-ce que soi-même, on préfère investir dans de l'ancien, dans du neuf? Est-ce qu'on veut investir dans quelque chose qui est plutôt grand pour louer à une certaine typologie de personnes? Ou au contraire, un petit peu plus petit pour louer, par exemple, à des étudiants? Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, qui est aussi fondamental, c'est le prix. Donc le prix n'est pas le même si on achète du neuf ou si on achète de l'ancien. Dans le neuf, en général, on a un prix un peu plus élevé. Dans l'ancien, un petit peu moins. Par contre, il y a des travaux à prévoir. Il faut savoir également que les frais de notaire ne sont pas identiques quand on achète de l'ancien ou quand on achète du neuf. En effet, pour le neuf, les frais de notaire sont de l'ordre de 2 à 3%, alors qu'ils sont de 7 à 8% quand on est dans de l'ancien. Donc quand on achète un bien, il faut bien prendre en considération tout ça. Quand on achète un bien et qu'on investit, c'est normalement pour faire de la rentabilité. Donc bien entendu, c'est un critère primordial. Et peu importe qu'on achète du neuf ou de l'ancien, ce qui compte, c'est l'emplacement. Autrement, c'est difficile de louer. Alors, d'un point de vue juridique, la location meublée, c'est une activité qui est civile. Et d'un point de vue fiscal, elle relève de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, dans votre déclaration d'impôt, il faut la mettre dans la case des BIC. Ce qui n'était pas toujours le cas avant la loi du 29 décembre 2016, puisque avant, c'était un petit peu plus compliqué pour distinguer dans quelle catégorie on était. Maintenant, la loi a défini ça, qu'on soit dans une location direct ou indirect, on relève de la catégorie des BIC, que ce soit de manière habituelle ou de manière occasionnelle. Alors on parle de location meublée, mais il faut quand même le définir. Qu'est-ce que la location meublée? Alors la location meublée répond à 2 critères. Tout d'abord, c'est des locaux d'habitation, habituels ou occasionnels que l'on loue, et qui sont équipés d'un mobilier en nombre et en quantité suffisante pour que le locataire puisse y vivre, y dormir et y manger de façon convenable. On vous a mis dans des slides qui suivent la liste des mobiliers qui sont nécessaires pour pouvoir avoir la catégorie de location meublée. Donc c'est bien des biens qu'il faudra mettre dans vos baux et qu'il faudra mettre à la disposition des locataires pour pouvoir remplir la condition de location meublée. Alors la location meublée, il ne faut pas la confondre avec d'autres locations de type location des locaux professionnels équipés. Alors les locaux professionnels équipés, pour les distinguer de la location meublée, il faut savoir que c'est des locaux qui sont faits pour l'activité professionnelle. Donc si vous louez pour que des gens exercent leur activité, vous êtes dans le cadre des locaux professionnels équipés. En revanche, si vous êtes dans de l'habitation, vous restez dans de la location meublée. Là où la distinction est un petit peu plus compliquée à avoir, c'est par rapport au para-hôtelier. En effet, c'est un statut sur lequel on va s'arrêter un petit peu et qui est un petit peu différent de la location meublée. Le para-hôtelier, c'est quand vous fournissez ou que vous proposez 3 des 4 critères, ou 4 prestations plutôt suivantes. Le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de maison ou bien la réception comme vous pouvez le faire dans un hôtel. Si vous remplissez 3 de ces 4 prestations, vous pouvez avoir le statut de para-hôtelier. Cependant, si vous les faites de façon accessoire, et on va vous donner des exemples, on considérera que ces conditions ne sont pas remplies et que vous n'êtes pas en fait para-hôtelier. Alors il faut savoir distinguer le para-hôtelier de l'hôtelier. Ce qu'il distingue, c'est que les hôteliers se doivent de donner ces prestations-là. Alors qu'un para-hôtelier, lui, il se doit simplement de les proposer et de les faire également si le locataire le demande, mais il a juste une obligation de le proposer, pas de le faire, à l'inverse de l'hôtelier. On vous a donné des exemples du coup de ce qui serait considéré comme de l'accessoire.
serait considéré comme accessoire et donc ne relevant pas du para-hôtelier. Le nettoyage des locaux est effectué uniquement à l'occasion d'un changement de locataire ou encore à la réception simple des remises de clés ou encore à la fourniture d'un linge de maison qui ne serait pas régulier. Ici, la liste des biens qui sont indispensables pour pouvoir avoir le caractère de meublé et on vous invite à bien les mettre dans vos baux pour que vous puissiez avoir l'appellation de location meublée. Alors, avant même de pouvoir faire de la location meublée, il faut quand même vérifier certaines choses. Tout d'abord, et c'est souvent quand vous êtes en cas d'un meublé de tourisme. Alors on entend meublé de tourisme quand en fait vous avez un certain nombre de locataires qui passent tous les ans dans le bien et qui sont là de courte durée et qui ne considèrent pas cette résidence comme une résidence principale. Donc principalement en fait ce sont les Airbnb. Tout d'abord, il faut vérifier que la copropriété ne vous interdit pas d'exercer cette location meublée, parce qu'elle peut l'interdire, donc il faut bien le vérifier. Une deuxième chose qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'il faut faire une déclaration en mairie pour dire que vous voulez faire de la location meublée de tourisme. Et parfois, et on va voir dans quel cas, au-delà de la déclaration, vous devez également demander une autorisation à la mairie. Cette déclaration donc est à faire à votre mairie et en retour, la mairie vous octroie un numéro que vous devriez normalement mettre sur toutes les annonces que vous faites par rapport à vos biens. Si jamais vous ne le faites pas, c'est une amende de 5 000 € quand même. Là, on va faire un focus sur l'autorisation dont je viens de parler juste avant. Donc cette autorisation, elle est à demander en cas de meublé de tourisme. Et si vous répondez aux deux conditions qui sont ici, c'est-à-dire les communes de plus de 200 000 habitants ou alors les départements qui sont cités ici, et en même temps que cette location ne constitue pas pour le locataire sa résidence principale. Donc on est vraiment dans le cadre des Airbnb. Une fois qu'on a fait ce tour un petit peu global de la location meublée, on va s'attarder sur les différents modes d'acquisition de la location meublée. Alors, c'est-à-dire comment on peut acquérir la location meublée. On peut l'acquérir à travers 3 dispositifs. Le premier, à titre individuel, on l'acquiert tout simplement dans son patrimoine immobilier. Le second outil, c'est les sociétés. Donc vous pourrez également l'acquérir au travers d'une SARL de famille ou bien d'une SCI. Donc on va commencer par la forme individuelle. Si vous l'acquérez à titre individuel, le bien est dans votre patrimoine personnel. Donc, si jamais vous êtes tout seul, il n'y a pas de problème. Si jamais vous êtes marié, à ce moment-là, suivant votre régime matrimonial, le bien ne vous appartiendra pas forcément à 100%. Justement, par rapport à ces dispositifs de régime matrimoniaux, on vous a mis 3 points, 3 choix que vous pouvez ne pas connaître et qu'on voulait vous exposer au cas où vous en auriez éventuellement besoin. Alors, la première, c'est la déclaration de remploi. Je ne sais pas si certains le connaissent. En gros, quand vous êtes dans un régime de communauté, les biens que vous avez acquis avant le mariage sont à chacun, propres à chacun. Par contre, tout ce qui est acquis après est aux deux, à 50-50. Vous avez la possibilité, lorsque vous utilisez l'argent qui vous est propre et qui vous était propre avant le mariage, de acheter un bien avec ça et de le garder à titre personnel. C'est-à-dire que quand bien même vous l'achetez après le mariage, si vous déclarez que vous avez utilisé une somme qui vous était propre à la base pour investir dans ce bien, finalement ce bien ne tombe pas dans la communauté et vous reste propre. Mais pour ça, il faut faire une déclaration de remploi. Ensuite, une deuxième option que vous pouvez avoir toujours dans le régime de mariage en commun, et ça, cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est la clause de préciput. Alors, qu'est-ce que c'est que cette clause? C'est de dire que quelque chose donc, le bien qui est commun et qui a été acquis pendant le mariage est à 50-50. Le jour où un des conjoints décède, normalement, la moitié revient à ses héritiers. Avec cette clause de préciput, vous pouvez faire en sorte que la moitié, les 50% qui reviennent aux héritiers, reviennent en fait aux conjoints survivants. Grâce à ça, vous pouvez en fait protéger votre conjoint. Et enfin, un dernier dispositif, c'est la société d'acquêt. Alors là, c'est un autre régime matrimonial, c'est lorsque vous êtes marié sous le régime de la séparation des biens. Si vous êtes marié sous ce régime-là, vous avez la possibilité de créer une sorte de bulle de société en fait, dans laquelle vous pouvez mettre des biens que vous souhaitez qu'ils soient en commun. Alors, deuxième mode d'acquisition d'une location meublée au travers d'une SARL de famille. Alors, la SARL de famille, parce qu'en fait, la SARL relève du régime des BIC et comme on l'a vu précédemment, la location meublée relève de ce régime.
La SARL de famille, en soi, ce qui est compliqué, c'est la notion, et bien définir la notion de famille. Alors, justement, on vous a mis quelques exemples et la définition. Donc la famille, ça s'entend par les parents en ligne directe, par les enfants et les frères et sœurs, du coup, et les conjoints. Alors conjoints qui sont liés par un lien juridique, c'est-à-dire un mariage ou un pax. Donc on vous a mis des exemples, c'est par exemple un père et plusieurs de ses enfants, un conjoint avec les enfants, 2 frères et sœurs par exemple. Donc tant que vous êtes en ligne directe ou que des groupes qui sont dans cette ligne-là sont ensemble, ça marche. Par contre, ce qui ne marche pas, par exemple, c'est entre 2 beaux-frères. Vous avez en gros 3 groupes, le groupe des parents, le groupe des enfants et les conjoints des enfants. Tant que ces groupes-là sont liés, tout va bien. Si jamais il n'y a plus de lien entre ces groupes-là, vous n'avez pas le droit de faire une SARL de famille. Là où il faut faire attention dans les SARL de famille, c'est lorsque, par exemple, il y a des divorces. Puisque vous êtes obligé d'avoir un lien juridique entre les personnes, s'il y a des divorces, ça pose des difficultés. Et enfin, l'acquisition en SCI. Alors, la SCI étant une société civile et la location meublée étant une activité commerciale, la SCI sera mécaniquement à l'impôt sur les sociétés si jamais vous faites de la location meublée. C'est-à-dire que certains ont un bien dans la SCI qui, pour l'instant, est en revenu foncier. Le jour où vous voulez le passer en location meublée, vous allez obligatoirement passer votre SCI à l'IS. Alors c'est quelque chose qui, pour votre foyer fiscal, peut être très bien, comme peut être dramatique. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête et qu'il ne faut pas subir, qu'il faut vraiment réfléchir lorsque vous voulez démarrer une activité en meublé, si vous avez un bien qui est au travers d'une SCI. Après avoir donc énuméré ces 3 modes d'acquisition des biens, comment on fait pour s'immatriculer et quand? Alors, l'immatriculation se fait dans les 15 jours de la date de début d'activité. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est soit la date d'acquisition, 15 jours après la date d'acquisition, ou alors 15 jours après qu'on ait commencé à mettre en location le bien. Comment on le fait concrètement? On remplit un CERFA ou une déclaration qui s'appelle P0I pour les personnes physiques, c'est-à-dire quand vous l'avez acquis à titre individuel, ou alors qui s'appelle M0I quand vous l'avez acquis au travers d'une société. Dans ce CERFA, vous devez l'envoyer au greffe du tribunal de commerce et vous allez avoir à faire des choix dans ce CERFA, notamment la désignation de l'exploitant. Également le choix de la TVA. Donc normalement, quand on fait de la location d'habitation, on n'est pas soumis à TVA, du moins on est exonéré. Sauf dans certains cas, notamment les régimes Censi-Bouvard où vous avez le droit de déduire la TVA au départ, donc ça veut dire que mécaniquement vous êtes à la TVA. Également, quand vous êtes para-hôtelier, vous êtes à la TVA. Donc, c'est à vous de bien faire le bon choix au moment de remplir ce CERFA, savoir si vous êtes ou pas soumis à TVA. Et finalement, vous devez également choisir le régime fiscal auquel vous êtes soumis. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans un régime fiscal micro ou est-ce que vous êtes dans un régime fiscal du réel? Et pour ça, je vais laisser la main à Laurent qui va vous expliquer la différence entre ces 2 régimes. Élodie vous l'a dit, quand vous faites les démarches d'immatriculation ou d'option, en fait, vous êtes de base dans un régime micro et après, vous pouvez opter pour un régime réel d'imposition. Donc, ce régime micro, en fait, d'ores et déjà, il est plus avantageux que le régime classique en foncier, puisque tant que vous ne dépassez pas 70 000 € de recettes de loyer, en fait, vous bénéficiez effectivement d'un abattement de 50%. D'accord ? Alors que pour ceux qui ont des revenus fonciers qui déclarent en micro, il y a un abattement similaire, mais qui n'est que de 30%. Donc on voit déjà qu'à niveau de recettes équivalent, en location en meublé, le pourcentage d'abattement est nettement plus important, à hauteur de 50%, avec un plafond de recettes de 70 000. Avant d'avoir 70 000 € de location de loyer foncier, on a quand même de la marge. On a des régimes un peu plus intéressants, de 71%, je vais passer rapidement. C'est dans le cas des gîtes ruraux et des chambres d'hôtes. Ça ne concerne pas tout le monde, mais on a un abattement un peu plus important. Après, vous avez effectivement le choix. C'est pour ça qu'on a fait la soirée le 31 janvier, parce que vous pouvez opter pour le régime réel. Par contre, il faut faire l'option avant le 1er février. Donc, vous allez vite partir ce soir, vite faire votre option, parce que c'est avant minuit. Voilà, c'était pour la petite blague. Mais effectivement, c'est plutôt intéressant de faire cette option pour le régime réel, on va le détailler après. Par contre, il faut bien penser à faire l'option avant le 1er février, parce qu'après, c'est trop tard pour l'année en cours. Ça jouera pour l'année suivante. En gros, il ne faut pas se réveiller en milieu d'année en se disant « Ah si, c'est intéressant, pour 2019, au mois de juin, je voudrais bien me mettre au réel. » C'est trop tard, ça jouera pour l'année 2020, mais pas pour l'année en cours.
Cette option à réaliser aux impôts, hein, c'est un courrier que vous envoyez aux impôts, c'est pas très compliqué, elle s'apprécie bien au niveau du foyer fiscal, voilà, par personne. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la même personne qui a plusieurs biens, elle ne peut pas dire pour un bien, je suis en micro, puis pour un autre bien, je suis au régime réel. Ça serait trop facile. Vous faites un choix, ça englobe l'ensemble de vos revenus de location en meublé. C'est soit vous êtes tout au micro, à condition de ne pas dépasser 70 000, soit vous êtes tout au réel. Par contre, on peut imaginer que dans le même foyer fiscal, madame soit au micro sur un bien et monsieur soit au réel. Ça, c'est possible. C'est intéressant, cette option au régime réel. Donc, on l'a dit, ça va permettre de déduire l'intégralité des charges que vous allez pouvoir engager sur le bien. Donc, déjà un peu plus de charges que dans le cadre d'un régime foncier. Mais surtout, on va pouvoir amortir le bien. C'est ce qu'on va essayer de vous détailler un petit peu plus. Et on a un petit cadre intéressant au niveau comptabilité et fiscalité, puisque vous avez, comme toute activité commerciale individuelle, la possibilité d'adhérer à un centre de gestion. Et ce centre de gestion, ça vous dispensera d'avoir une majoration de votre résultat. On verra que souvent le résultat il est proche de zéro, mais surtout ça vous offre une petite carotte fiscale, passez-moi l'expression, puisque vous bénéficiez d'une réduction d'impôt pour frais de compta de 915 €. Vous allez me dire 915, c'est pas une paille, mais on est dans un pays où aujourd'hui la moindre économie, si on peut aller la chercher, on y va. 915 €, ça vous paiera les frais de compta chez Agori, et en plus on vous prendra moins de 915 €, donc il n'y a pas de souci, tout va bien. Après, il y a, au sein du régime meublé, il y a deux catégories. Souvent, vous avez peut-être entendu parler, il y a ce qu'on appelle une location meublée non professionnelle, c'est souvent ce qui revient, ce qu'on appelle le statut LMNP, hein, on va bien détailler ces deux statuts, et la location meublée professionnelle, le statut LMP. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour être au régime LMP professionnel, qui est un peu plus intéressant, il faut remplir certaines conditions. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était assez facile d'être en location meublée professionnelle. Aujourd'hui, c'est très restrictif. Donc, dans les faits, nous, au cabinet, on doit avoir à peu près une soixantaine de clients qui font de la location meublée. On en a 2 qui sont en location meublée professionnelle. Donc, concrètement, c'est des gens qui font que ça. On va voir pourquoi ensemble. Tout simplement, déjà, il y avait une condition historique qui était d'être inscrit au registre du commerce en tant que loueur en meublé. Donc ça a été supprimé, donc on n'en parle plus. C'est assez récent, depuis le 8 février 2018, il y a un arrêt de Conseil d'État, Conseil constitutionnel, qui a supprimé cette obligation. Par contre, pour être loueur en meublé professionnel, il faut au moins déjà avoir 23 000 € de loyer encaissé, première chose. Et il faut, surtout ça, donc c'est bien un « et », c'est pas un « ou », il faut que l'ensemble de vos loyers, je dis bien les loyers, soit supérieur à la moitié de vos revenus professionnels. Donc, très concrètement, si vous avez une activité professionnelle, avant d'avoir des loyers supérieurs à vos revenus, bon, il faut regarder au cas par cas, mais la majorité du temps, vos revenus professionnels, vos revenus d'activité, vos salaires, vos revenus de gérant, vos revenus d'indépendant seront généralement supérieurs au montant des loyers. C'est pour ça que je vous disais, il faut vraiment se projeter en disant quelqu'un qui est loueur en meublé professionnel, bah, c'est quelqu'un qui fait que ça. S'il n'a pas d'autres revenus à côté au sein de son foyer fiscal, on peut imaginer qu'il soit loueur en meublé professionnel. Mais à part ça, généralement, vous serez très rarement loueur en meublé professionnel. Une fois qu'on a catégorisé et qu'on sait qu'on fait de la location en meublé, qu'on a rempli tous les critères que vous a expliqué Elodie, que vous avez fait vos choix d'options, SARL de famille ou en activité indépendante, vous allez être dans un régime soit LMNP, soit LMP. On va surtout se concentrer sur le régime LMNP parce que je vous dis, ça balaye à peu près 98% des contribuables. Là, il va se poser la question maintenant de ce régime, il y a deux questions qui se posent, celle des amortissements et celle des déficits. Donc ce qu'il faut comprendre quand vous êtes en LMNP, en fait, à l'inverse des revenus fonciers où vous pouvez créer un déficit foncier, souvent en engageant des travaux, vous savez que les travaux sont déductibles et ça permet de reporter ces travaux, en fait, le déficit lié à ces travaux, sur vos revenus et de générer ainsi une défiscalisation. Ça, par contre, c'est un peu l'inconvénient du meublé, mais on verra qu'il y a d'autres avantages du meublé, c'est qu'on ne peut pas générer un déficit et le reporter sur ces autres revenus, ces revenus professionnels. C'est juste impossible. Par contre, si vous engagez un déficit sur une activité LMNP, le déficit il n'est pas perdu, vous allez le stocker, vous allez le reporter pendant 10 ans. Donc généralement, souvent ce que je dis, c'est que par les revenus fonciers, on peut avoir une défiscalisation en engageant des travaux, c'est vrai. Par contre, la location en meublé, ce n'est pas un régime de défiscalisation, c'est un régime de non-fiscalisation. Puisqu'on peut arriver à zéro, ça c'est très clair, mais on ne peut pas générer un déficit, ou du moins si on génère un déficit, il ne pourra pas s'imputer sur vos autres revenus. Par contre, il n'est pas perdu, vous allez pouvoir le reporter comme ça pendant 10 ans. Donc
vous avez quand même le temps de le consommer. Par contre, alors, pour ceux que ça intéresse, on a précisé, pour les régimes LMP, là, effectivement, le déficit, il est reportable sans aucune limite. Et c'est vrai que des fois, on a sur certains types d'activités des gens qui peuvent avoir cette capacité d'être en loueur en meublé professionnel ou sur des régimes para-hôteliers, parce que le para-hôtelier, on n'est pas dans ce cadre-là, on a une activité para-hôtelière, on est hôtelier. Là, on peut générer des déficits très importants et les imputer sur vos revenus d'activité, sur les autres revenus d'activité du foyer fiscal. Mais si on se concentre sur le LMNP, une fois de plus, ça ne sera pas applicable. Mais vous n'aurez pas de fiscalité à subir sur vos revenus de location. La deuxième question qui se pose dans ces régimes-là, c'est le régime d'amortissement. On va rentrer un petit peu en détail, c'est là où ça devient un petit peu technique, mais on va y arriver. Alors, l'amortissement, il est plafonné, c'est-à-dire qu'on va voir comment on amortit le bien. Là encore, l'administration a mis un peu des verrous, de dire, bah voilà, vous allez pouvoir amortir le bien, c'est possible, il n'y a pas de souci. Par contre, cet amortissement ne peut pas non plus générer un déficit, et comme on l'a dit, un déficit que vous pourrez reporter sur vos revenus. Il y a un système de plafonnement, et en fait, là encore, si vous voulez, l'amortissement, il n'est pas perdu. Si l'amortissement il excède le montant des revenus que vous avez engagés sur le bien, il sera stocké, il sera reporté, et là, pas 10 ans, il sera reporté sans limite de durée. Je vais vous prendre un exemple pour bien que vous posez le truc et que vous compreniez. On est en location en meublé non professionnel, admettons qu'on ait un loyer de 10 000, on a des dépenses, j'ai pris les honoraires, la CFE de l'ordre de 1 000 €, les autres dépenses liées à la location, je pense par là aux charges de copropriété, à la taxe foncière par exemple, toutes ces choses-là, à hauteur de 6 900, et on a un amortissement généré sur le bien, et on verra après comment on calcule cet amortissement, à hauteur de 5 500. On voit effectivement que comptablement, cette activité dégage un déficit de 3 400 €. Et c'est ce que je vous disais, en fait, on ne peut pas imaginer que ces 3 400 €, vous puissiez les utiliser au niveau du foyer fiscal et les imputer sur vos salaires, sur vos revenus fonciers, etc. Ce n'est pas possible. On doit faire un petit calcul de retraitement et dire simplement que ces 3 400, vous reporterez 0 sur votre déclaration de revenus, mais on doit faire un calcul en disant qu'il y a 1 000 € liés aux charges qui ne concernent pas directement le bien, qui génèrent un déficit, qui celles-là seront reportées pendant 10 ans, et la différence, 3 400 moins 1 000, 2 400, d'amortissement, qui n'est ce qu'on appelle réputé différé, c'est-à-dire qu'on le stocke et on le reporte sans limite de durée. Ce qui fait que l'année prochaine, admettons qu'il y ait plus de 6 900 € de charges et que vous ayez un revenu positif lié à la location en meublé, vous aurez le droit de revenir et de redéduire les 1 000 pendant 10 ans et les 2 400 d'amortissement qui ont été stockés. Donc ils ne sont pas perdus, ils sont juste reportés dans le temps. C'est aussi un avantage. Première chose, déjà, ça c'est en pratique pas toujours appliqué, c'est que vous avez l'obligation, quand vous achetez un bien, dans les règles commerciales, de décomposer ce bien. Dans la décomposition d'un bien, je suis désolé, mais quand on achète un bien, ce bien, il repose sur quelque chose qui s'appelle un terrain. Même si vous achetez un studio dans un immeuble de 10 étages au 10e étage, vous allez me dire, moi je n'ai pas acheté de terrain, j'ai acheté chez le notaire, j'ai acheté un appartement, je ne vais pas acheter de terrain. Mais vous avez quand même l'obligation, au travers de votre investissement, de décomposer la quote-part représentative du terrain. Alors ça, c'est une fiction comptable, enfin comptable et fiscale. C'est pas qu'une fiction, parce que si vous ne le faites pas, l'administration, elle vous requalifie vos régimes d'amortissement. Sauf que l'administration, elle ne va pas vous faire tomber la quote-part représentative du terrain, elle fera tomber tout l'amortissement. Donc, tous les gens qui amortissent sans retraiter cette quote-part de terrain, c'est juste un risque fiscal que vous prenez. Donc, c'est pour ça que nous, on est là pour surveiller. Et souvent, on dit ce qui est le plus important sur un régime de location en meublé, c'est la première année. Parce que c'est la première année où, quand on reconstitue le bien, qu'on fait ces choix-là, on fait ces options-là qui vont durer pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, c'est là-dessus qu'il faut vraiment être prudent. Donc aujourd'hui, la seule petite problématique qu'on a, c'est qu'on n'a pas une règle fiscale très précise. Et ça, c'est un peu un problème. C'est-à-dire que si vous ouvrez le code fiscal, on ne vous dit pas le terrain, c'est 10%, 15%. On vous dit le contribuable doit matérialiser la quote-part représentative du terrain selon l'emplacement où il est, selon la typologie du bien, selon est-ce qu'il y a du terrain ou pas, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Maintenant, ce qu'il faut dans les dossiers, je pense, c'est de se dire, si j'achète un terrain, sans faire de mauvais jeu de mots, au fin fond du Trièves, c'est pas tout à fait le même prix que si j'achète un terrain dans le 2e à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, l'immobilier coûte plus cher selon où vous êtes. Donc il faut, à mon avis, dans vos dossiers, surtout si vous avez un contrôle 10 ans ou 15 ans après l'acquisition du bien, quelque part documenter un petit peu comment on a valorisé ça,
pour se dire comment il y a 10 ans j'ai valorisé cette quote-part de terrain représentative de mon investissement. Donc pour ça, il y a des statistiques, il y a des études notariales, il y a des experts immobiliers. Bon, on arrive quand même aujourd'hui à avoir quelque chose d'assez carré dans les dossiers. Mais c'est vrai qu'il faut, j'allais dire, éviter bêtement de mettre 10%. C'est souvent ce qu'on voit, on dit voilà, le terrain c'est 10%. Peut-être, c'est peut-être 10, c'est peut-être 15, c'est peut-être 5, ça dépend d'où vous êtes, ça dépend de l'investissement, etc. Aujourd'hui, nous, en pratique, on a plutôt tendance à être plutôt sur du 15, sur du 20. Comme ça, je préfère vous en mettre un petit peu plus, pas prendre de risques, et comme ça, on est tranquille, on sécurise les dossiers. Donc, je voulais vraiment faire ce focus qui est important sur le terrain. La deuxième chose, c'est qu'après, on doit décomposer. C'est-à-dire qu'il y a une règle, là encore, comptable et fiscale, qui vous dit qu'un bien doit être décomposé en fonction de la nature et du type d'investissement. Donc, on vous a pris une petite grille. Là encore, il n'y a rien de formalisé, c'est la pratique. Alors, l'administration, dans la doctrine, donne en fait certaines catégories. Ça vaut ce que ça vaut, c'est une certaine réalité. L'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que des bâtiments commerciaux, des entrepôts ont une durée de vie théorique un peu plus courte que des bâtiments type haussmannien à Paris ou au centre-ville de Grenoble. Donc on aura des durées plus ou moins longues. Alors aujourd'hui, l'administration vous dit qu'il faut amortir entre 40 et 100 ans. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est 40 ou c'est 100 ? C'est pas tout à fait pareil, quoi. Donc nous, on aura tendance à plutôt être proche de 40. L'administration, elle aura plutôt tendance à être proche de 100. Parce que vous doutez bien que si vous amortissez sur 100 ans ou sur 40 ans, ce n'est pas le même montant que vous allez déduire sur vos revenus, vous avez compris. Donc il faut être un peu joueur, il ne faut pas être kamikaze. Donc quand des gens vous expliquent je fais un investissement, j'amortis sur 10 ans, bon, il faudra m'expliquer, surtout que les préconisations de l'administration, c'est 100 ans. Voilà. J'exagère volontairement. Et après, vous devez décomposer comme ça votre bien entre les travaux, les revêtements de sol, les installations générales, l'ascenseur s'il y a un ascenseur, etc. Vous devez faire cette décomposition-là et choisir des durées d'amortissement différentes. Voilà. Alors, petit point aussi, ce qui est important, c'est que souvent, Élodie vous l'a dit, quand vous êtes sur un investissement, de dire je vais acheter un bien pour mettre en location, bon, ça ne passe pas trop de soucis, vous faites votre investissement, vous faites vos déclarations en mairie, comme on l'a dit, vous avez vos autorisations, vous louez en meublé, pas de soucis. Ce qui est plus délicat, il y a vraiment des points de vigilance, et des fois les clients, les contribuables qui viennent nous voir en disant voilà, j'en ai marre de me faire allumer en revenu foncier, comme je vous l'ai dit, je suis dans une tranche à 62,2, ça suffit, je voudrais revenir dans une tranche à 0, est-ce que c'est possible sur mon bien ? Alors, c'est possible, mais il faut s'entourer quand même de certaines dispositions, puisque vous allez passer d'un régime des revenus fonciers, donc en nu, par rapport à un régime meublé. Donc, vous allez passer d'un régime civil à un régime commercial. Concrètement, vous changez de camp au niveau fiscal, donc il y a des conséquences. Donc, quand vous faites ça, il faut être très très vigilant. D'abord, il faut être vigilant sur quel point ? Sur les déficits fonciers éventuellement que vous avez en stock. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir dans votre patrimoine des biens que vous louez en revenus fonciers, revenus nus, et vous pouvez avoir du déficit foncier. Si vous décidez de changer de catégorie, je vous dis, vous changez de camp, vos déficits fonciers ils sont perdus. Voire même, si vous avez imputé, pire encore, des déficits fonciers dans les 3 années précédentes, l'administration revient sur vos 3 dernières déclarations, et vous repassez à la case puisque ces déficits seront perdus. Donc ça, très vigilant. On peut passer de foncier à meublé, ça ne pose pas de souci. Si vous avez des déficits, soit en report, en stock, soit qui ont été imputés sur les 3 dernières années, vous évitez de le faire. Vous attendez 3 ans, quoi. Et ça, souvent, on oublie en pratique. Et on a déjà vu des cas de régularisation là-dessus. La deuxième chose, c'est l'évaluation du bien. Parce qu'à un moment donné, quand vous achetez un bien que vous le mettez en meublé, le prix d'acquisition, la base d'amortissement, c'est pas compliqué, c'est l'acte d'acquisition chez le notaire. Par contre, si vous avez un bien depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou même un bien que vous avez reçu de donation ou de succession, il va bien falloir déterminer une base d'amortissement. C'est quoi la valeur du bien ? Il y a 2 solutions. C'est soit vous dites je raisonne en coût historique, c'est-à-dire on va reprendre l'acte d'acquisition d'il y a 10 ans, et puis on va faire partir les durées d'amortissement sur cette base-là. Et c'est sûr que si vous avez acquis votre bien il y a 10 ans ou 15 ans, quelque part, vous avez déjà consommé 15 ans d'amortissement. Alors l'administration dit qu'il y a 100 ans, donc il y a encore un peu de marge à consommer, mais quelque part, vous avez déjà amputé sur votre durée d'amortissement. Donc c'est vrai que pour des biens qui sont acquis de manière un peu historique, là encore, il faut regarder s'il y a réellement un intérêt d'y passer. Également, attention par rapport à ces valeurs, par rapport si vous avez la chance, alors petit lapsus, on ne parle plus d'ISF, on parle d'IFI, je viens de voir la petite coquille, mais si vous avez la chance d'être à l'IFI, parce que c'est une chance dans ce pays, c'est sûr que si à l'IFI vous déclarez votre bien de 100 000 €, parce que vous savez comme moi que le jeu à l'IFI c'est de tasser un petit peu la valeur des biens, mais
vous vous dites, tiens, je vais louer mon bien en meublé, puis accessoirement, pour générer pas mal d'amortissement, je vais le valoriser 500 000. Il y a un moment donné, il va y avoir un problème quelque part, soit sur l'amortissement, soit à l'IFI. Donc là encore, il faut être très très vigilant sur ces valorisations. Donc nous, souvent, ce qu'on vous propose, quand on a des biens un peu atypiques, ou puis quelque part, c'est pas notre métier, c'est de passer par une expertise immobilière ou une agence qui va vous valoriser le bien. Vous mettez ça dans votre dossier en disant, bah voilà, c'est pas moi qui l'ai sorti du chapeau. On a un expert qui a sorti une valorisation qui est cohérente. Donc ça, c'est important de s'entourer de dispositifs. Attention aussi, c'est un peu plus technique, mais sur ce qu'on appelle le régime migrant. Moi, je prends toujours cet exemple, c'est de dire, voilà, quand on change de catégorie fiscale, qu'on est en foncier, qu'on passe en meublé, on change de camp. Donc quand on change de camp, il y a des conséquences. Il ne faut pas trop changer souvent de camp. Hein. L'administration n'aime pas bien, parce qu'à un moment donné, on va dire, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes en foncier, vous êtes en meublé, qu'est-ce que vous faites exactement? L'administration vient vous contrôler après, puis après, il faut expliquer. En fait, c'est surtout dans le cas où vous passez en location meublée professionnelle, puisque là, vous allez changer de camp également en termes de plus-value immobilière, pour peu qu'il y ait des plus-values immobilières sur vos biens. Donc ça, c'est assez spécifique, je ne veux pas trop le détailler là, parce que c'est assez technique, mais il faut faire attention, parce que là, il y a une plus-value qui va se générer, qui va être gelée, vous n'allez pas la payer tout de suite, elle sera payée au moment où vous allez vendre le bien, mais il y aura deux plus-values, il y aura une plus-value professionnelle et une plus-value immobilière des particuliers. Quand vous passez de foncier à meublé, ce n'est pas trop un problème, parce que la plus-value, elle est gelée, elle est figée, et vous la payez au moment où vous vendez. Par contre, quand vous passez de meublé professionnel à foncier, pour X raisons, vous dites « j'arrête la location en meublé », accessoirement, c'est quand vous n'avez plus d'amortissement, vous revenez dans un régime foncier classique. Là, par contre, c'est dramatique, parce que vous avez une plus-value professionnelle qui est imposable tout de suite. Donc, soyez très vigilants dans ces cas-là, quand vous passez de professionnel à revenu foncier. On passe à la CFE. Alors la CFE, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent parce que doivent déjà par ailleurs la payer. Ce qu'il faut retenir, c'est que la CFE, tout le monde la paye, sauf dans 3 cas. Le premier cas, c'est quand votre investissement immobilier, c'est une résidence de service. Donc un EHPAD, une résidence de tourisme, vu que vous payez déjà la taxe de séjour, les résidences seniors, etc. Là, vous êtes exonéré de la CFE. Deuxième cas, et ça à compter de 2019, si jamais votre chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €, vous serez également exonéré de cette taxe. Et enfin, vous êtes également exonéré quand vous êtes propriétaire et que vous louez votre résidence principale ou votre résidence secondaire de façon, on va dire, accidentelle et qui n'a pas un caractère périodique. Donc en gros, quand vous le faites vraiment pas vraiment dans le but de faire une location meublée, à titre ponctuel, vous n'êtes pas soumis à la CFE. Oui, taxe d'habitation, on est allé vite annoncé comme supprimé, hein, donc on va dire feu taxe d'habitation, on verra bien. Ça peut vite changer dans ce pays. Alors, effectivement, là c'est une petite nouveauté, ça c'est tombé il n'y a pas longtemps, ça date de l'année dernière. Nous, on a été très surpris par cette décision, mais je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas anticiper sur ce que je vais vous dire à la fin, mais ce régime de location meublée, il est très attractif, vous l'avez compris. Donc l'administration fait un peu la chasse et essaye de grappiller au fur et à mesure quelques dispositifs et essayer de récolter un petit peu de fiscalité ou des taxes au passage. Et c'est vrai que depuis l'année dernière est tombé cette nouvel assujettissement aux cotisations sociales. Je ne parle pas de la CSG à 17,2 que vous connaissez, mais là on parle vraiment des cotisations sociales RSI, hein, le RSI tel qu'on le connaît pour les activités commerciales, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, l'activité en meublé est une activité commerciale, si les recettes annuelles, donc les loyers, sont supérieures à 23 000 €. Et ça, c'est vrai que c'était un peu particulier, parce que depuis tout à l'heure, je vous dis, il y a deux cas, si vous êtes en meublé professionnel ou non professionnel. Mais même si vous êtes non professionnel, que vous avez plus de 23 000 € de recettes, vous êtes soumis aux cotisations sociales du RSI. Donc, nous, en pratique, on ne l'a pas vu beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a, pour le coup, des clients qui font de la location non professionnelle, et souvent, ils ont moins de 23 000 € de recettes. Mais on a un cas ou deux, je pense à un notamment, pour le coup, il va être au-dessus, il est bien au-dessus. Il est non professionnel puisqu'il a d'autres revenus au demeurant, il travaille, il a ses revenus d'activité. Pour autant, il va devoir payer des cotisations sociales sur ses revenus de location en meublé non professionnel. Donc faites attention, parce que 23 000, vous pouvez me dire, bon, ça va, j'ai de la marge si vous louez un bien. Si vous commencez à en louer 2, 3, 4 en mode Airbnb à 100 € par jour, vous pouvez avoir des rentabilités des fois assez importantes, c'est intéressant, et vous vous retrouvez dans ce cas-là soumis aux cotisations sociales.
Si par contre, bien évidemment, vous ne dépassez pas 23 000 €, vous devez déclarer vos revenus, donc le bénéfice que vous allez réaliser sur votre activité, et là, vous paierez la CSG de manière traditionnelle à un taux de 17,2%. Pour information, quand même, les cotisations sociales, RSI, c'est 42%, hein, juste pour vous situer, quoi. Alors, cette location meublée, donc là pareil, on a fait un petit slide pour bien comprendre. Donc si elle est non saisonnière, là il n'y a pas de problème à se poser. Si la location est non saisonnière, à ce moment-là, vous aurez toujours la CSG normale, enfin les contributions sociales normales au taux de 17,2, pas de souci. Si par contre, si vous êtes sur une location meublée saisonnière, Airbnb, hein, je fais simple hein, pour comprendre. Donc là, il y a deux cas à comprendre. Donc si vous avez un chiffre d'affaires, des loyers inférieurs à 23 000 €, vous retrouvez en cotisation sociale à 17,2 sur la base de votre bénéfice, d'accord ? Ou si vous êtes à plus de 23 000 €, soit vous êtes dans un régime micro et à ce moment-là, vous avez les cotisations sociales qui s'appliquent sur la base du régime micro, donc loyer moins 50%, soit vous êtes sur un régime réel si vous avez plus de 70 000 € de location. Voilà. Petit slide pour résumer la situation. Alors, en SARL de famille, là, il y a un petit point de vigilance parce que souvent les gens ne font pas attention en se disant voilà, je veux être en SARL de famille parce que j'ai bien compris que je ne pouvais pas être en SCI sinon j'étais à l'IS. C'est pas que je ne peux pas être en SCI, hein, on peut faire l'acquisition en SCI, mais si vous êtes en SCI, vous tombez dans le champ de l'IS, donc c'est peut-être pas très intéressant, surtout que l'IS est révocable, c'est à vie, donc ça peut être dans certains cas compliqué. Donc, on acquiert le bien en SARL de famille en se disant je vais faire de la location en meublé non professionnel, je ne veux pas dépasser les 23 000 €, ça ne pose pas de souci. Mais dans ce cas-là, puisqu'on est en SARL, et vous savez comme moi que quand vous êtes en SARL, on doit nommer un gérant d'une société, une SARL étant une activité commerciale, et bien à ce moment-là, vous tombez dans le champ du RSI, même si vous n'avez pas de revenus. Donc, pour répondre, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas de revenus, mais vous savez que le RSI, il y a quand même une cotisation forfaitaire minimum, que vous ayez 0 ou 100 000. Et la cotisation minimum au RSI, c'est de l'ordre de 2 000 € par an. Donc, bon, voilà, il y a ça à payer en plus. Donc, très vigilant quand vous êtes en SARL de famille, parce que pris comme ça, on ne peut malheureusement pas échapper au RSI. Mais vu que nous, on réfléchit, on est un petit peu malin, on a trouvé une solution qui vaut ce qu'elle vaut, c'est qu'il faut nommer un gérant qui n'est pas associé. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout à fait être gérant d'une société sans être associé. Par contre, je le dis, accessoirement, le gérant, c'est celui qui a tous les pouvoirs pour engager la société. Donc, il faut quand même mettre quelqu'un de confiance. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on a un exemple récent, ça m'a fait sourire. J'ai un client qui me dit je vais mettre ma belle-mère. Je lui dis est-ce que tu es sûr dans la confiance de ta belle-mère ? Ça, c'est un autre problème. Mais voilà, donc c'est tout à fait quelque chose de possible et d'envisageable. Et à ce moment-là, bien évidemment, vous n'aurez pas de cotisation RSI à payer. Alors, maintenant, on va s'attacher aux impacts patrimoniaux sur cette location en meublé. Donc, il y a deux cas, on vous l'a dit. Donc, les impacts patrimoniaux, c'est quand ? C'est au moment de la vente et c'est au moment de la transmission, de la succession de patrimoine. Donc, par succession ou par donation, bien évidemment. Là, c'est ça, aujourd'hui, le charme et vraiment l'avantage de cette location en meublé. Quand elle est non professionnelle, c'est que vous avez le même régime d'imposition que les plus-values immobilières, à savoir une exonération au bout de 21-22 ans. Donc, vous pouvez imaginer avoir tassé votre base d'imposition par le jeu des amortissements pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Au bout de 15 ans, 20 ans, enfin plutôt 20 ans d'ailleurs, revendre le bien en exonération complète de plus-value. Et ça, c'est juste magique. C'est aujourd'hui un régime qui tend à durer. C'est vrai que nous, chaque année, quand on a la loi de finances en début d'année, on se dit quand est-ce qu'ils vont revenir sur ce régime ? Parce que c'est quand même assez incroyable de pouvoir amortir le bien tout au long de la vie, donc tasser la base d'imposition. Et au moment de la revente, bénéficier d'un régime d'exonération complète. Ok, il faut attendre 21 ans, mais être dans le même cadre de régime que le régime des revenus fonciers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous dire est-ce que ça va durer, j'en sais rien. Pour l'instant, ça dure. Ça fait un paquet d'années que ça dure. Est-ce qu'ils vont revenir là-dessus ? Peut-être un jour, je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, ça dure. Et j'allais dire pourvu que ça dure, parce que c'est vraiment tout ça l'intérêt. C'est là, l'intérêt, il est là. C'est de pouvoir à la fois amortir et bénéficier d'une exonération à la fin. D'accord ? Chose que l'on n'a pas sur le régime de location en meublé professionnel, puisque là, on est sur une activité professionnelle. On n'a pas d'exonération des plus-values immobilières. Par contre, on a d'autres exonérations, qui sont les exonérations classiques, régime 151 septies du CGI. Pour ça, il faut avoir moins de 90 000 € de chiffre d'affaires, de loyer, on a quand même de la marge, et exercer depuis plus de 5 ans son activité. Donc c'est vrai que dans ce cadre-là aussi, on a une exonération professionnelle.
en cas de revente ou en cas de transmission de patrimoine. Mais il faut être en régime meublé professionnel, et on l'a vu, ce n'est pas non plus évident d'être en professionnel. Alors, l'IFI, là encore, ouais, parce qu'il y a l'impôt sur le revenu, il y a les taxes, et puis après il y a l'impôt sur le patrimoine. C'est pareil, c'est graduel, tout ça, c'est le millefeuille. Alors, il ne faut pas croire que l'activité de location en meublé est exonérée d'IFI, hein, bien évidemment. Les biens sur lesquels vous avez une activité de location en meublé, professionnels ou non professionnels, sont éventuellement soumis à l'IFI. Alors je rappelle, l'IFI, pour être imposé à l'IFI, il faut avoir un patrimoine foncier, immobilier aujourd'hui, de plus d'1 300 000 € net. C'est-à-dire que vous allez déduire les emprunts que vous avez, les dettes que vous avez sur ce patrimoine-là. Par contre, on paye à partir de 800 000. Ça aussi, c'est une bizarrerie fiscale magique qui est en France. C'est la base d'imposition, le seuil de déclenchement 1,3 million, mais on vous impose à partir de 800. Comme ça. Ne me demandez pas où est la logique, il n'y en a pas, c'est on vous taxe et c'est comme ça. Alors, il y a par contre une possibilité d'avoir une exonération au titre de l'IFI. Pour ça, il faut avoir la qualification de location en meublé professionnel. Et c'est là que ça devient un petit peu compliqué, parce que ce n'est pas la même que celle qu'on a vue tout à l'heure. C'est-à-dire que l'administration est allée mettre un degré de difficulté supplémentaire. On vous dit que pour être exonéré d'IFI, il y a vraiment une définition propre à l'IFI, il faut, comme tout à l'heure, avoir plus de 23 000 € de loyer, pas de souci. Il faut retirer de cette activité plus que 50% des autres revenus. Vous allez me dire, c'est la même chose que tout à l'heure. Non, ce n'est pas la même chose, parce que tout à l'heure, on parlait de loyer. Il fallait que les loyers soient supérieurs à 50% des autres revenus. Là, je vous parle de bénéfice, d'imposition, donc le bénéfice que vous réalisez. Et alors là, je peux vous dire que j'ai rarement vu quelqu'un pouvoir être exonéré au titre de l'IFI, puisque comme on l'a dit, par le jeu de l'amortissement, c'est de diminuer sa base d'imposition, voire même d'être à zéro. Donc avant que vos revenus de location meublée représentent plus que 50% de l'ensemble de vos revenus, il va falloir s'accrocher. Donc très concrètement, je l'ai rarement vu, je l'ai vu une fois sur un cas très spécifique d'un retraité qui avait une grosse activité de location en meublé qui est pour le coup professionnelle, effectivement étant retraité, on ne prend pas en compte les retraites. Donc à ce moment-là, on peut imaginer qu'il a cette exclusion au titre de l'IFI. Mais à part des cas comme ceux-ci, quand vous êtes en activité professionnelle, vous ne serez jamais exonéré au titre de l'IFI. Alors, on s'approche de la fin. On ne pouvait pas conclure en fait sans, entre guillemets, faire un petit match entre revenus fonciers et revenus de location en meublé. Vraiment pour finir de vous convaincre, pour ceux qui n'ont pas été convaincus, que c'est plus intéressant d'être en location en meublé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris des hypothèses. Donc, on a fait une petite simulation. On a trouvé deux contribuables, Jill et Jones, ils s'appellent. Voilà, ils se sont rencontrés à la sortie d'un rond-point et ils se sont pacsés à la fin de la manifestation. Alors, ces deux contribuables, en fait, ils sont imposés dans une tranche d'imposition à 30% et ils viennent nous voir avec un projet d'investissement. Alors, un projet d'investissement, aujourd'hui, donc ils ont leur résidence principale, qui est remboursé dans 5 ans, donc potentiellement avec une capacité d'épargne à venir, et ils ont aujourd'hui une capacité d'épargne de 300 € par mois. Donc effectivement, ils hésitent à faire un investissement. Petit focus par rapport à la dernière intervention qu'on avait faite sur l'assurance vie ou l'immobilier. Ils se sont dit finalement on va plutôt faire un investissement immobilier. C'est vrai qu'on a entendu parler de ce meublé. Est-ce que c'est intéressant? Donc ils projettent d'investir un bien immobilier à hauteur de 120 000 € pour une surface de 65 mètres carrés, ce qui est à peu près les prix du marché sur Grenoble. On aura, puisqu'on est dans l'ancien, des frais de notaire. Alors, j'aime pas cette expression frais de notaire. Vous savez que ce n'est pas le notaire qui encaisse, enfin le notaire encaisse, mais reverse. Et c'est surtout des taxes que vous avez à l'acquisition, donc de 10 000 €. On a un projet de travaux, parce qu'il va falloir rafraîchir un petit peu le bien. Et puisqu'on veut louer en meublé, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait des meubles. Donc il faudra passer chez Ikea ou chez où vous voulez d'ailleurs pour meubler le bien, pour avoir la liste correspondante. Donc on a mis un petit budget de 5 000 pour avoir le mobilier adéquat. Donc on est sur un budget total de 160 000. On a un emprunt de 110 000 puisqu'on a dit qu'ils avaient 50 000 € d'apport. Ils espèrent louer à des étudiants plutôt que faire du Airbnb. Et ils espèrent récupérer un loyer de 700 € par mois. Et nous, on anticipe, on a été assez raisonnable, une revente du bien en 2039, 20 ans après, à hauteur de 140 000 €. Donc on a été très raisonnable parce qu'on va avoir une plus-value de 20 000 € en 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, l'immobilier tend à s'apprécier, mais on n'est plus dans les années folles à augmenter de 8 ou 10% par an. D'accord? Alors, pour ceux qui sont au fond, vous n'allez rien voir, mais l'idée, ce n'est pas de détailler tous les chiffres, c'est de voir la tendance et la compréhension.
Dans le cadre du régime foncier, si ces contribuables souhaitent finalement être en foncier, pas être en meublé, on va voir en fait l'intérêt, il va se produire ici. C'est-à-dire qu'en 2020, vous allez avoir un impôt sur le revenu positif. C'est-à-dire que vous allez avoir un crédit d'impôt quelque part. Pourquoi ? Parce que les travaux qui vont être réalisés, les fameux 25 000 € de travaux ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir les déduire. Et vous allez pouvoir les imputer sur vos autres revenus. Donc, vous allez dégager un déficit foncier. Ce déficit foncier va s'imputer sur vos autres revenus. Donc, vous allez bénéficier quelque part d'un crédit d'impôt en 2020 sur les travaux que vous allez engager. D'accord ? Par contre, dès l'année 2023, donc très rapidement, là, vous allez passer par la case fiscale et on va voir qu'année par année, en fait, la fiscalité ne va cesser d'augmenter puisque, en fait, vous allez devoir déclarer les revenus fonciers. Ce qui fait que quand on met tout bout à bout, sur cette opération prix de vente inclus, vous allez dégager un cash flow actualisé, vous savez qu'on actualise les flux financiers pour tenir compte de l'inflation et de la revalorisation monétaire, de 18 000 €. La même opération en location en meublé, je ne vais pas refaire toute l'explication, on est à 32 000 € pour les mêmes agrégats financiers. Donc on voit qu'on arrive quasiment à doubler la rentabilité par le biais de la location en meublé, uniquement par le jeu de la fiscalité. Dit autrement, et on le comprend mieux comme ça, on vous a fait un petit graphique. En bleu, on a le régime foncier. En rouge, on a le régime LMNP. Le régime LMNP gagne tout le temps, sauf quand ? Sauf au début, parce qu'au début, vous avez la déductibilité des travaux que vous pouvez reporter sur votre déclaration de revenus. Mais à part cette durée de temps, vous voyez que la location en meublé est toujours gagnante, il n'y a pas photo, à la fin. À la fin, et surtout pendant, c'est surtout ça, parce qu'à la fin, vous pouvez dire, je ne suis pas non plus parti pour vendre. Ce n'est pas la vente qui génère l'intérêt. On voit qu'on est gagnant dès que l'effet fiscal des travaux a été consommé par le jeu de la non-fiscalisation des revenus. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est à partir de là, vous allez gagner, et on pourrait tirer la courbe encore comme ça sans limite. Tant que vous ne vendez pas, vous serez toujours gagnant, quoi. Donc effectivement, la location en meublé gagne malheureusement heureusement, le match à tous les coups. Ce qu'il faut faire attention, les zones de risque, on l'a dit, c'est la SCI. Alors, souvent, on a des contribuables ou des clients qui viennent nous voir en disant voilà, c'est super la location en meublé, j'aimerais bien le faire, mais c'est vrai que j'ai un bien qui est en SCI, on l'a acheté comme ça, et comment on peut faire pour changer ? Et en gros, je fais de la location en meublé au travers de mes SCI. Là, j'ai envie de dire, il y a encore quelques temps, j'allais dire, ça pouvait passer si vous ne faisiez pas trop de vagues, accessoirement, vous louez à la famille ou à des amis et on s'arrange. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'administration a ce que j'appelle une arme de destruction massive entre les mains, ça s'appelle les réseaux sociaux. Parce qu'elle m'expliquer que votre bien, vous louez un bien en station ou au bord de la plage, où vous voulez d'ailleurs, centre-ville de Grenoble, que vous le mettez sur Airbnb, si vous faites une communication comme ça, vous affichez volontairement que vous êtes en meublé, votre inspecteur des impôts préféré, rien ne l'empêche d'aller lui-même aussi sur Airbnb, accessoirement de vérifier par le jeu du cadastre qui est propriétaire du bien, ça tombe bien, c'est une SCI, et de vous envoyer un petit courrier, expliquez-moi dans quel cadre vous êtes, puisque vous êtes en SCI. Est-ce que des fois vous ne seriez pas à l'IS, et avec toutes les conséquences fiscales qui vont s'enchaîner. Donc, être très très vigilant là-dessus, et franchement, éviter, mais vraiment éviter, la location en meublé au travers d'une SCI, ou alors vous le faites volontairement, de manière affichée, en disant oui, je veux le faire en SCI, et je me mets à l'IS spontanément, parce que c'est un choix réfléchi, et ce n'est pas un choix subi. Donc vraiment, être très vigilant là-dessus. On rappelle également que pour être donc en meublé, il faut bien évidemment justifier d'un équipement minimum qu'on vous a listé, qu'il faut également disposer d'un bail en bonne et due forme et qui est signé par vos locataires, et enfin qu'il y a des déclarations et des autorisations à demander, notamment quand vous faites de la location de tourisme. Par ailleurs, il y a des délais à respecter si vous voulez passer en régime réel, donc c'est avant le 1er février. Et que si vous voulez passer au régime réel, c'est parce qu'il y a un réel avantage. Quand est-ce qu'il y a cet avantage ? C'est en fait quand vos dépenses qui sont engagées sont supérieures à 50% de vos revenus. Parce que dans ce cas-là, l'abattement que vous propose l'administration en régime micro n'est plus intéressant. Par rapport à la SRL de famille, je vais mettre comme ça. Par rapport à la SRL de famille, on l'a dit, c'est un très bon outil d'optimisation patrimoniale puisque vous avez pour le coup tous les mêmes avantages que la SCI. L'intérêt de la SCI, il n'est pas réellement fiscal. L'aspect de l'IS, c'est un point à part.
L'avantage de la SCI, il est surtout patrimonial, puisqu'en fait, ça va vous permettre de titriser un patrimoine immobilier. Si vous avez plusieurs enfants, vous allez pouvoir allotir chaque enfant avec des parts. Vous allez avoir exactement le même schéma au travers de la SARL de famille. Donc, passer par un investissement en SARL de famille pour faire de la location en meublé, c'est plutôt intéressant d'un point de vue patrimonial. Pour les donations avec réserve d'usufruit que vous pourrez faire, donc tout ça, ça marche très très bien. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est ce qu'on a dit, c'est que quelque part, cette SARL de famille, c'est pas très souple, au-delà du cas de ma belle-mère que je mets en gérant, mais on voit bien qu'en cas de second décès sur les deuxièmes générations, il y a forcément un moment où votre patrimoine, vous ne serez plus en SARL de famille. Pour peu qu'il y ait un divorce, pour peu que les enfants des petits-enfants se séparent, etc., il y aura un moment donné, le lien direct jusqu'à la deuxième génération, je crois que tu nous as dit, Elodie, il y aura une coupure, il y aura une césure, c'est mécanique. Donc il faudra d'ores et déjà anticiper, certes sur le long terme, on a le temps de voir venir, mais qu'à un moment donné, il faudra certainement céder des parts où il y a des gens qui ne pourront plus rester dans cette SARL de famille. Donc j'ai envie de dire, quelque part, c'est déjà partir avec des problèmes potentiels. Alors vous pouvez venir, c'est des problèmes qu'auront mes petits-enfants, mais bon, c'est pas toujours évident de laisser une situation un petit peu compliquée pour les générations à venir. Donc ça, il faut aussi avoir ça en tête. Donc attention à la qualité d'associés. Et très concrètement, vous avez compris, ce n'est pas vraiment adapté aux familles recomposées. Parce que si vous voulez créer un souci dans les ménages et dans les familles, pour le coup, la SARL de famille, ça peut être un bon bazar en perspective. Donc attention quand même à ce régime, globalement intéressant, mais vraiment à manier de manière très, très précise avec les professionnels que nous sommes, mais également avec un notaire. Je pense que ça peut être intéressant. Et comme vous le savez, on travaille aussi en partenariat et en association avec Cécile Podetti, je crois qu'elle est par là, je l'ai vu au fond de la salle, voilà. Donc c'est aussi d'avoir cette réflexion avec vous, à un moment donné de se dire, je ne pars pas en SARL de famille comme ça, il faut y réfléchir et regarder comment ça peut se constituer et se mettre en place. Alors on l'a dit, ça c'est un peu scélérat quelque part, mais essayez d'éviter de dépasser 23 000. Alors là c'est typiquement l'effet de seuil à la française, vous faites 22 999, vous payez rien, vous faites 23 001, vous payez des cotisations sociales sur l'ensemble de vos loyers. Complètement débile, mais c'est comme ça. Donc tant qu'à faire, essayez de ne pas dépasser ce seuil-là pour ne pas être soumis aux cotisations sociales et RSI. Alors le régime location meublée professionnelle, vous l'avez compris, quand même intéressant mais difficile à avoir concrètement. Dans les faits, très très peu de gens peuvent en bénéficier du fait que les loyers doivent être supérieurs à 50% de l'ensemble des autres revenus du foyer fiscal. Et je l'avais dit tout à l'heure, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais le régime location meublée professionnelle, il peut être intéressant sur certains aspects, la déductibilité intégrale du déficit, ça peut être potentiellement intéressant. Par contre, à la sortie, sur la plus-value, il y a une exonération de plus-value, par contre pas au niveau des cotisations sociales. Donc là, il y a un rattrapage aussi, et c'est vrai que pour le coup, des fois, il y a des gens qui se disent ça va être intéressant d'être en loueur en meublé professionnel, par contre, il y a un rattrapage à la sortie qui est relativement conséquent. Ce qu'il faut voir également, c'est que quand on est en location meublée, donc il y a bien deux notions à distinguer. La notion d'imposition à l'impôt sur le revenu, où là, on va considérer que pour être en location meublée professionnelle, c'est les recettes qui vont compter, donc qui devront être supérieures à vos autres revenus. Par contre, en IFI, la définition n'est pas tout à fait la même. Vous serez considéré comme étant en location meublée professionnelle quand le bénéfice, cette fois-ci donc bien le bénéfice, est supérieur à vos autres revenus. Donc il y a bien deux définitions différentes. Un pour l'impôt sur le revenu et l'autre pour l'IFI. En fait, ça doit représenter au moins 50% au niveau des revenus. Donc, en gros, il faut que ce soit la même... par exemple, si vous avez 20 000 € de résultats en LMP, à ce moment-là, il faut que vous ayez par ailleurs pas plus de 20 000 €. Ça doit représenter plus ou 50%. Donc, je pense que vous l'avez compris, en fait, le régime meublé, bon, il est bougrement plus intéressant. Effectivement, il est un petit peu plus contraignant d'un point de vue comptable et administratif, puisque évidemment, il faut tenir une comptabilité. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, pensez à vous faire assister par un professionnel, si possible par nous, tant qu'à faire, évitez d'aller voir les concurrents. Voilà, sachant que c'est des activités qu'on maîtrise assez bien, on a quand même cette connaissance sur les régimes de décomposition, d'amortissement, donc c'est des choses qu'on sait faire. Pensez aussi à adhérer à un centre de gestion, parce que souvent on dit oui, mais bon, Agori, on vous aime bien, mais vous nous prenez quelques honoraires. C'est vrai, mais quand vous adhérez à un centre de gestion, vous avez aussi une réduction d'impôt de 915 €. Donc ça vous couvre, bon an, mal an, à peu près vos frais de comptabilité. Donc à l'arrivée, vous aurez le plaisir de nous verser quelques honoraires, quasi gratuitement, j'ai envie de dire. Donc pourvu que ça dure, c'est aussi le charme de la location en meublé. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Et puis si vous avez des petites questions, c'est possible aussi. Et on aura un petit buffet qui suit juste après. Merci.